Comment est-ce qu'un musulman doit réagir face à cela déjà? En tous les cas, l'islam ne prévoit pas tout ce qu'il faut dire pour commencer, parce que c'est sur ça qu'on nous attend à chaque fois, c'est que l'islam ne prévoit pas de représailles physiques, violentes, contre l'insulte. Parce que faut pas se mentir, ce que fait ce magazine satirique, pour moi, c'est pas de l'humour, c'est de l'insulte. D'accord. Donc, et même si en islam, il n'y a pas de représailles physiques, il n'y a pas de sanctions prévues contre cela, il n'empêche que le musulman ne peut que s'indigner par rapport à de telles offenses. Comment est-ce qu'on voit l'humour en islam? Comment est-ce qu'on définit l'humour en islam? L'humour en islam, on peut le comprendre dans le cadre de ce hadith célèbre du Saint-Prophète, qui dit que le plus grand des djihad, c'est de dire la vérité à un pouvoir inique. Et j'ai un exemple concret d'un cas pratique qui a eu lieu dans l'histoire de l'islam, à l'époque du roi Omeyyade, qui se faisait nommer calife, mais en réalité c'était des rois, Al-Wathiq. On sait que il y a eu une répression violente à cause de divergences théologiques. À cette époque-là, le pouvoir en place avait imposé de croire que le Coran était créé, et alors que l'orthodoxie islamique croyait que le Coran, et croit encore toujours, que le Coran est incréé. La fameuse histoire de Ibn Hanbal. Voilà, avec Ahmad ibn Hanbal. Et on sait que à cause de ça, Ahmad ibn Hanbal a été fait prisonnier pendant 3 ans, et il a été régulièrement fouetté parce qu'il restait sur ses positions. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'humour? J'y viens. Eh bien, lui, il a été persécuté, il a été emprisonné, et parmi ses co-religionnaires, d'autres imams, il y en a qui ont été décapités carrément pour cela. Ah ouais. Et dans ce contexte-là, dans un contexte vraiment dur, répressif, un bouffon vient voir, un bouffon du roi, vient voir le roi, et il se présente à lui et il lui dit votre honneur, votre excellence, je viens vous annoncer mes condoléances pour le Saint-Coran, parce que tout ce qui est créé doit un jour mourir. Et donc je viens vous annoncer mes condoléances, car on ne pourra plus réciter la prière de Tarawih pendant le mois du Ramadan, vu que le Coran est créé, donc il mourra. Et là, Al-Wathiq, le calife inique, il répond, mais vous dites n'importe quoi, le Coran ne peut mourir. Et par là, il avait accepté la croyance d'Ahmad ibn Hanbal. Donc, dans un contexte théologique, c'est de la satire. Mais je vais pas dire que c'est le bouffon en question qui est la cause du fait que ensuite les choses sont revenues en place, mais ça a fait réfléchir le roi en question, et par la suite d'autres débats ont eu lieu jusqu'au point où justement cette doctrine qui était imposée à l'empire, eh bien elle a été abrogée, et il y a eu une liberté d'expression des différents points de vue. Donc là, on a un exemple de l'utilisation de l'humour pour dénoncer une vérité, pour manifester sa croyance. Donc c'est permis. C'est permis. Donc c'est ça la liberté d'expression. C'est ça la satire. Dans l'histoire de France, pareil. Il y a eu des satires qui ont été faites pour dénoncer une certaine iniquité de la part du pouvoir en place. Mais c'est quand même quelque chose de relatif, parce que quand vous avez des personnes aussi qui vous disent, l'humour, c'est assez relatif, c'est-à-dire qu'il se peut que vous disiez quelque chose qui ne soit pas marrant pour moi, que je dise quelque chose qui ne soit pas marrant pour vous. La satire, c'est pas quelque chose que vous pouvez généraliser en sorte. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Avec ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est que lorsque l'humour, en règle générale, la satire ou la caricature, elle est faite par le pouvoir majoritaire, ça s'apparente plus à de la stigmatisation que lorsque c'est le fruit du peuple. Lorsque le peuple, en général, ce qu'on remarque dans l'histoire, lorsque le peuple fait de la satire par rapport au gouvernement en place, par rapport au pouvoir en place, c'est pour dénoncer des injustices, et c'est souvent comme ça que les choses changent. Alors que lorsque c'est le pouvoir en place qui caricature une minorité, c'est souvent pour la stigmatiser. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de France.
qui furent les premiers à qui on demandait de montrer patte blanche et de dire oui, vous n'êtes pas des traîtres à la nation. Est-ce que c'est pas un procès d'intention, ça me fait marrer. Comment? Non, moi je parle des faits, je parle des faits. À une époque, les Juifs, en France, ils étaient considérés comme des traîtres. L'affaire Louis Dreyfus, avant même qu'on ait fait des investigations pour savoir s'il était innocent ou coupable, ce sont les préjugés qui ont condamné cet homme-là pendant 6 ans au bagne. Alors que par la suite, il a été réhabilité. Mais pourquoi? Parce qu'il était juif, et comme il était juif, il était, d'après l'imaginaire collectif de l'époque et cet antisémitisme historique, il était considéré comme coupable. Parce que, étant juif, il ne pouvait être qu'un traître. C'était l'héritage des Lumières. Voltaire, il pensait que les juifs étaient des traîtres. La France était prisonnière de sa propre histoire et de ses propres préjugés. Et après, il a fallu des intellectuels comme Émile Zola pour avoir le courage de dénoncer cette injustice. Et à cette époque-là, il y avait des journaux officiels qui faisaient des caricatures pour montrer le juif comme étant quelqu'un de fourbe, quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance et qui était un traître à la nation. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je trouve qu'on peut faire des parallèles aujourd'hui. Il y a un 2 poids 2 mesures. Tout à fait. Parce que là où je voudrais en venir, c'est que à partir de cette injustice, la France s'est rendue compte qu'elle devait protéger ses minorités. Et c'est pour ça qu'il y a des lois sévères lorsqu'il y a des personnes qui essayent de revenir à de tels préjugés, à de tels clichés. Donc, pour bien comprendre ce que je veux dire, lorsque le pouvoir en place favorise, fait la promotion de caricatures sur des minorités, pour moi, c'est de la stigmatisation. Comme ce qui s'est passé pour le judaïsme. On va y revenir, monsieur Omar. Jazakallah, merci beaucoup. On va aller voir Sajid Mousloun Saheb. Sajid Mousloun Saheb, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela déjà? Pour commencer avec l'humour. En fait, je voulais proposer une relecture de toute l'affaire, en fait. Vous savez, les caricaturistes, ceux qui font ces choses-là, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils font ces choses-là au nom de la liberté d'expression. Liberté d'expression qui, selon eux, est symbole de la modernité, du progrès et de l'avancement de l'être humain, et que tous ceux qui s'y opposent, en fait, représentent ou prônent une attitude obsolète et archaïque. Bon, déjà, comme M. Omar l'a pu dire, selon moi, la liberté d'expression n'a que très peu à faire avec toute cette affaire histoire de caricature. Parce que ce que prônent les caricaturistes de nos jours, malheureusement, ce n'est pas la liberté d'expression, mais un moyen d'instrumentaliser ou de travestir le concept qu'est la liberté d'expression en un instrument qui vise à faire du mal aux autres et à atteindre les sensibilités de l'autre. C'est ça en fait. Mais comment est-ce qu'on donne une définition ?